pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés. Eh bien, c'est la revue de presse numéro 483 du lundi 7 avril 2025. Alors, avant de commencer cette revue de presse, je dois vous dire que je recommence quotidiennement à la faire. Voilà, je suis laissé un petit temps la semaine dernière, mais là, ça recommence. Alors, en avant pour une revue de presse quotidienne. À très bientôt. З початку роботи над ідеєю щодо гарантій безпеки, початку на цю частину вашого запитання я відповім про контингент. Ми провели ряд зустрічей 2 місяці. Сьогодні вже 2 місяці, як ми працюємо над цим. Команди працюють. Така підсумовуюча перша зустріч сьогодні була. Вона дійсно така етапна, дуже важлива. Це не значить, що тільки 3 країни, які сьогодні були, Україна, Франція і Британія, включені в цей процес. Багато інших країн. Я не хочу поки що говорити кількість цієї коаліції. Це буде коаліція. Я думаю, що нам потрібен ще, командам потрібен десь місяць. І ми вважаємо, що не довше. Ми будемо готові повністю з розумінням цієї інфраструктури. Ми обговорюємо присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону. І деякі ще делікатні речі. Ми будемо зустрічатись тижнями. І я думаю, що ми будемо зустрічатись кожного тижня, не на моєму рівні, так, а на рівні наших військових. Де, в яких місцях це проговорюється окремо. We do. We have an envoy from Russia. We're talking about it. We'd like to see that stop as soon as possible because thousands of people are being killed a week. Soldiers, mostly soldiers, and Ukrainian soldiers and Russian soldiers. And you're losing 2,000, 3,000 sometimes a week. So we're spearheading the drive to get it done. Europe has not been successful in dealing with President Putin, but I think I will be. You talked to Zelensky recently? Not too long ago, yeah. How did that go? Good. I think he's ready to make a deal. No progress, though, other than that? I think a lot of progress. No, he's ready to make a deal, and I think that President Putin is ready to make a deal, and then you'll stop the killing of thousands. Les explosions ont été entendues à Kiev aux alentours de 5 heures du matin. C'était des missiles balistiques, des missiles qui peuvent arriver à la capitale ukrainienne sous seulement quelques minutes. Pour le moment, nous avons des informations sur 3 blessés, dont 2 auraient été hospitalisés, et des dégâts dans 2 districts de la capitale. J'ai vu quelques photos. Les autorités disent que ce sont des immeubles non résidentiels. D'après les photos que j'ai vues, ça a l'air d'être des bureaux, mais je ne sais pas exactement. Il y a eu aussi plusieurs incendies, plusieurs voitures qui ont été détruites. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une stratégie qui a été élaborée par l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est connue sous la théorie des cercles concentriques, des cercles stratégiques, pardon. Et dans cette théorie, comment dire, vous avez toute la notion notamment d'infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, qu'il faut détruire pour affaiblir le potentiel de l'adversaire, à la fois sur le plan moral, puis à la fois sur le plan militaire, puisque par essence une usine, enfin qui produit de l'électricité, enfin une centrale qui produit de l'énergie va avoir de multiples usages à la fois civils et militaires. Et donc cette stratégie de bombardement de tout ce qui peut contribuer à la fois au soutien militaire et puis à la fois à la population, elle est considérée, elle est mise en œuvre, enfin effectivement pendant les différentes guerres, et y compris encore aujourd'hui en Irak. Moi je l'ai vu, hein, j'ai parcouru l'Irak. Je peux vous assurer que toutes les infrastructures énergétiques de l'Irak ont été détruites pendant la guerre en 2003.
dans des conditions qui posent question, c'est-à-dire que même dans le désert, sur des centaines de kilomètres, vous avez tous les pylônes de lignes à haute tension qui sont méthodiquement bombardés, rendus hors service. Donc ça va assez loin. Et c'est d'ailleurs, et je fais le lien d'ailleurs avec ce qui se passe en Ukraine, où on retrouve exactement le même type de stratégie. Alors, on reproche à juste titre l'armée russe de taper ses infrastructures énergétiques dans la profondeur du territoire ukrainien, mais il faut voir que ça vient d'assez loin, et c'est assez inhérent en fait aux guerres contemporaines dans lesquelles vous avez des infrastructures qui servent à la fois à des besoins militaires et des besoins civils. Vous êtes Gulliver Krag à Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine. On voit l'immeuble derrière vous qui a été frappé vendredi dernier. Et à côté de cet immeuble, il y a une aire de jeu. Cette attaque qui a fait 18 morts a profondément marqué l'opinion, Gulliver. Oui, je crois que vous voyez l'aire de jeu derrière moi, là, de ce côté. En fait, devant moi, ce que vous ne voyez pas, c'est le restaurant qui a probablement été la cible principale de l'attaque. Les Russes, comme vous avez dit, affirment avoir ciblé des hauts gradés de l'armée ukrainienne et leurs conseillers étrangers, ce que l'Ukraine nie. Ce qui est sûr, c'est que l'arme utilisée, c'était des armes à sous-munitions qui peuvent faire des dégâts dans un large périmètre, et ça se voit partout autour de moi. Les rares fois où on m'a demandé des tirs, les Américains par exemple, pour l'anecdote, je me souviens des forces spéciales américaines me demandant des tirs d'artillerie en zone urbaine avec une présence de population importante sur un objectif dont je n'avais vraiment mal décrit, dont je ne comprenais pas vraiment l'intérêt, etc. Donc j'étais amené à refuser des tirs dans ces circonstances-là. C'est-à-dire voilà. Comment un officier français dit « non mais là je refuse l'ordre américain », parce qu'en réalité c'est ça que vous nous dites. Oui, mais moi j'étais quand même garant de la bonne utilisation, en tant que chef du détachement français en Irak, j'étais quand même garant auprès de mes autorités militaires de la bonne utilisation. Comment ? Qui étaient vos autorités militaires ? Le chef d'état-major des armées de l'époque, le CPCO, le Centre de planification de conduite des opérations à Paris, français. Et donc il existait par rapport aux Américains ? Oui, il existe par rapport aux Américains. Ouais. Et donc moi je suis quand même garant de la bonne utilisation de mes canons et de ne pas faire n'importe quoi. Au cours des 3 premiers mois de l'année, les Alliés ont déjà promis plus de 20 milliards d'euros, 21,65 milliards de dollars, d'aide à la sécurité pour 2025. Notre commandement à Wiesbaden continue de coordonner l'acheminement de l'aide et de la formation en matière de sécurité à l'Ukraine. Nous nous réunissons à un moment particulièrement crucial pour notre sécurité commune, face à des défis trop importants pour que chacun d'entre nous puisse les relever seul. Je félicite le président américain Trump d'avoir débloqué la situation et je soutiens pleinement les efforts déployés par les États-Unis pour mettre un terme juste et durable à cette terrible guerre, ainsi que les efforts du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays pour contribuer à garantir une paix durable le moment venu. Je sais que le ton a été dur. Je sais que certains alliés, par exemple, de ce côté-ci de l'Atlantique, s'inquiétaient de l'engagement à long terme des États-Unis envers l'OTAN. J'étais à la Maison-Blanche, mais avant cela, nous avions le président français Macron et le Premier ministre britannique Starmer. À maintes reprises, les Américains ont répété à maintes reprises leur engagement envers l'OTAN et l'article 5. Vous voyez, ce qui m'avait, par exemple, ce qui m'avait un petit peu heurté dans cette strike cell, c'est que quand vous aviez des bombardements par drone ou par avion, quand vous voyez en direct la bombe arriver, le véhicule pulvérisé, tout le monde assiste en direct, etc. Et tout le monde se lève et applaudit, quoi. Bon, moi, c'est pas mon trip, quoi, je peux vous le dire. Voilà. Vous avez vécu des scènes de ce genre ? Oui. Donc, moi, mon métier d'artilleur, c'était d'appuyer nos camarades de l'époque des forces spéciales américaines qui eux-mêmes travaillaient avec les forces démocratiques syriennes. Voilà, mais j'oublie pas que, comme disait Louis XV, le sang de nos ennemis, c'est toujours du sang humain qui coule, quoi. Voilà. Donc ça fait pas plaisir. Voilà. Talking about many of these European countries and Zelensky himself, who claimed to be standing and fighting for the cause of freedom and democracy, when we actually look at what's happening
in reality, in these countries, as well as with Zelensky's government in Ukraine, is the exact opposite. You have the canceling of elections in Ukraine. You have political parties being silenced or even criminalized or thrown in prison. You have the freedom of religion, churches being shut down. You have political opposition being silenced. You have total government control of the media. We could go down a whole laundry list of issues that are against the values of democracy and freedom. Un tir de drone, c'est différent. Le drone filme, il fait même un gros plan sur l'objectif. Et je peux vous dire que c'est particulièrement dégueulasse, quoi, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le corps exploser en 1000 morceaux. Et moi, j'espère que je ne vais pas faire vomir vos auditeurs. Non, mais il faut que les gens sachent. Mais il faut savoir que la bombe arrive. Donc, moi, vu, c'est comment dire, la bombe ou le missile arrive, tout explose, la fumée retombe, donc vous voyez le corps, la tête a roulé à quelques mètres entière. Voilà. Et puis dans le véhicule qui roulait encore juste avant, vous aviez une femme et un gamin dont on peut supposer que c'est le fils du gars qu'on voulait tuer, qui sont sortis, qui sont entrés dans une maison, le truc explose, le gamin sort, il en sort, il va ramasser la tête de son père. Voilà. Donc c'est ça la guerre moderne aujourd'hui. Brüsszel vagy folytatni akarja azt a háborút, ami most zajlik, hiszen Ukrajna támogatása révén ők beleugrottak ebbe a háborúba, Magyarország kívül maradt, mi a béke oldalán vagyunk, mi nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonát, de vannak olyan országok az Unióban, és úgy látom Brüsszel az ő szószólójuk, akik még inkább befele akarnak menni ebbe a háborúba, és úgy látom, hogy azt is pedzegetik már, hogy békefenntartók, katonák és itt, és úgy érzem, hogy egy mélyebb háborúba való bevonódásnak a politikai előkészítése zajlik olyan hírekkel, amiről most beszélünk, hogy 72 órányi élelmiszert minden család tartson magánál. Tehát szeretném innen is üzenni a magyar családoknak, hogy semmi rendkívüli dolgot nem kell tenniük, nem fenyeget háború, Magyarország nem lép háborúba senkivel, a béke oldalán maradunk, és ha Európa háborúba is megy, mi biztosan nem fogunk háborúba menni. Frapper, c'est bien, c'est nécessaire, mais dans ce type de conflit, comment dire, d'insurrection, d'imbrication au sein de la population, si de façon simultanée, vous n'avez pas une stratégie pour prendre en compte les besoins de la population, s'assurer que qui survit tant bien que mal, qui survit, comment dire, vous allez à l'échec, c'est-à-dire que vous fabriquez en permanence du terroriste. Parce que, enfin, nous, on appelle tous ces gens-là terroristes parce que c'est plus simple et ça permet d'éviter bien des choses. Mais dans ces gens-là, vous en avez qui sont là, si vous vous mettez de leur point de vue, ils vont vous dire qu'ils sont là pour lutter contre l'envahisseur américain ou contre je ne sais pas qui, etc. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu réducteur aussi parfois de parler de terroristes. Et donc, toute la complexité de ces types de conflits en Afghanistan, en Irak, eh bien, c'est d'arriver simultanément à frapper et à détruire ces mouvements insurgés, terroristes, appelez-les comme vous voulez, et puis à prendre en compte les besoins de la population. C'est ce qui n'a pas été fait dans le nord-est syrien, en tout cas. Et ce qui est regrettable parce qu'au sein de l'armée américaine, quelques années auparavant, vous aviez tout un courant, mais minoritaire je pense, avec le général Petraeus, qui avait bien parfaitement compris que comment dire, taper ne suffisait pas et qu'il fallait à un moment donné prendre en compte le facteur population. Voilà. Ah. Et ça a duré quelques années et c'est resté, je pense, globalement, mais un peu chez nous aussi, hein, c'est resté un courant minoritaire et on en revient assez vite à ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire bien souvent bombarder. Però esercito europeo comandato da quel matto di Macron che parla di guerra nucleare, no, mai. Ripeto, Zelensky chiede la pace, Trump lavora per la pace, Putin vuole la pace e a Bruxelles e a Parigi c'è qualche matto che per convenienza, per sopravvivenza politica, io penso che Macron abbia disperato esigenza di dare un senso alla sua ancor breve permanenza alla guida della Francia, però non lo faccia a nostre spese, non lo faccia a spese dei nostri figli. Macron e qualcuno in Europa parlano di guerra, di armi, di bombe, di missili, di carri armati, mentre qualcuno parla di debito pubblico comune europeo per comprare carri armati, mi sembra folle come ragionamento.
l'exemple du Vietnam est assez, comment dire, je pense, est assez éloquent de ce point de vue-là. Les Américains sont ressortis la plupart du temps victorieux des affrontements tactiques, des succès tactiques, mais au bout du bout, ils ont perdu. Et nous, l'Algérie, c'est un peu pareil, si vous voulez. On dit toujours que l'armée française, militairement, a gagné sur le terrain, mais qu'on a perdu politiquement. Mais en fait, sauf que la guerre, c'est d'abord une affaire politique. C'est ce que les gens ont parfois un peu du mal à comprendre. C'est pas une affaire de militaire. Est-ce qu'on avait gagné la guerre d'Algérie ou pas? On a remporté des succès tactiques sur le terrain, mais il y a une différence entre gagner une bataille. La bataille, c'est une affaire de militaire. Voilà. Donc vous battez avec les autres, si vous êtes les plus forts, ils s'en vont ou ils sont tués, et vous avez gagné. Mais la guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est une affaire de politique. C'est d'abord une affaire de politique. Et donc, vous pouvez engranger des succès tactiques et perdre la guerre, ou vous pouvez même, comme les Russes, engranger des défaites tactiques ou des revers tactiques, et puis, in fine, gagner la guerre. Et je vous rappelle que dans tous les affrontements entre la Grande Armée et les Russes et les Cosaques, globalement, les Français s'en sortaient plutôt pas mal et avaient le dessus. Bon, sauf qu'au bout du bout, si vous voulez, c'est quand même les Russes qui sont arrivés à Paris, quoi. Voilà. Europe, on sent bien qu'il y a une volonté d'une petite élite, une petite coterie de pseudo-intellectuels qui pensent que l'Europe pourrait être constituée autour d'un système fédéral. Ce qui, en théorie, n'est peut-être pas totalement incongru, mais la question qui est à se poser, c'est d'abord, est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on faisait? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que vraiment on a besoin de ça? Parce que moi, je prétends que l'Europe fonctionnait beaucoup mieux lorsqu'on avait simplement des structures de libre-échange comme on avait avant Maastricht. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de structure de conduite ou politique supranationale, chaque pays avait sa politique. En revanche, on avait des structures qui facilitaient les échanges. Et à mon avis, moi, c'est mon image de l'Europe. Parce qu'on est bien trop divers, on a bien d'autres préoccupations, d'autres visions. Je pense qu'aujourd'hui, les Portugais ont un regard qui se tourne davantage vers le sud, alors que les Estoniens, qu'on a parlé tout à l'heure, a un regard qui se tourne essentiellement sur l'Est, peut-être un peu sur le Nord, parce qu'ils sont à moitié finlandais ou finnois. Mais vous voyez, on a des perspectives qui sont très différentes. Les Estoniens, les Lettons, etc., sont mus, propulsés par la haine de la Russie, mais c'est viscéral. Et ça l'a été déjà déjà au moment où ils ont leur brève existence dans l'entre-deux-guerres, ils étaient déjà comme ça. La Lituanie, c'est un peu différent parce qu'il y a eu un duché au XVIIIe siècle, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je ne suis pas historien de nouveau là-dessus, mais avec la Pologne. Donc la Lituanie a un passé beaucoup plus grandiose, mais la Lettonie et l'Estonie, c'est vraiment des tabakis et qui ont été occupés d'ailleurs par l'Union soviétique parce que c'était des pays qui étaient très pro-nazis avant la Deuxième Guerre mondiale. Les soviétiques n'ont pas occupé tous les pays. Ils ont repris la partie russe de la Pologne, mais ils n'ont pas occupé la Pologne, ils n'ont pas occupé la Tchécoslovaquie, même s'il y avait des forces déployées en Tchécoslovaquie. Mais ce n'était pas une occupation comme l'ont été les pays baltes, par exemple. Et les pays baltes, ils ont été occupés principalement, ou l'Ukraine, c'est des pays qui étaient très pro-nazis au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle les Russes, ou les Soviétiques plus exactement, ont voulu consolider leur présence dans ces pays pour mieux les contrôler. Et aujourd'hui, on retrouve d'ailleurs les mêmes réflexes dans les pays baltes. Donc, c'est des pays qui sont mus par ça. Mais quand vous posez la question à un Espagnol ou un Italien, ils sont beaucoup moins anti-russes, vous comprenez? Leur préoccupation est différente. Aujourd'hui, les enjeux méditerranéens sont beaucoup plus importants. Du coup, quand on veut mettre ensemble tous ces pays dans une structure fédérale commune,
c'est problématique. Les Américains n'ont pas ce problème parce qu'eux, ils ont une population qui est venue d'abord au compte-gouttes, qui sont installés dans des territoires qui ont été définis et tracés à la règle sur une carte. Donc, ce n'est pas des pays qui ont eu des histoires. Alors, on fait abstraction naturellement des indigènes locaux qu'on a commodément effacés de l'histoire. Mais ces pays n'ont pas vraiment eu des histoires très distinctes, si vous voulez. Ils ont une histoire commune, tous ces États. Donc, avoir un État fédéral comme ça, c'est assez simple pour les États-Unis. La Suisse est un pays fédéral, mais c'est beaucoup plus petit. On est des plus petites communautés. Nos cantons sont rien d'autre que des grandes familles, d'une certaine manière. Enfin, étaient, parce qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Mais on a grandi comme ça. On a grandi dans des petites communautés avec une grande symbiose entre la population et les dirigeants, ce qui fait que le système fédéral suisse est un peu sui generis, d'une certaine manière, à cause de la dimension du pays aussi. Hein. Small is beautiful, et ça, c'est aussi une chose qu'on a en Suisse. Mais reproduire là le modèle suisse à l'échelle d'une Europe avec des pays qui ont des histoires si différentes, si antagonistes, avec des regards qui sont différents, des perceptions du monde qui sont si différentes, quelquefois des religions qui sont si différentes, je pense que ça peut pas se faire dans l'espace d'un siècle. Ça se fera peut-être au fil des siècles, mais je ne vois pas ça se faire aussi brutalement que ce qu'on voudrait faire. Pourquoi les Russes ont réussi, l'armée russe, après c'est un peu, comment dire, après son fiasco complet de février-mars 2022, comment elle a réussi finalement à se rétablir? Parce que d'un point de vue logistique, c'est une performance incroyable. Voilà. Et tous les experts militaires occidentaux vous le diront. Eh bien, ça veut dire qu'en l'espace de 2 mois, même pas, de quelques semaines, ils sont capables de vous basculer plusieurs centaines de milliers d'hommes sur 1000 km de front. Et nous, armée française, je ne vais pas être trop critique, mais... Allez-y, c'est libre ici. On n'est pas capable de projeter, je pense, plus de 5000 hommes en opération extérieure, avec tout, comme ça, au claquement de doigts. La nourriture, les couvertures, les tentes. En Irak, par exemple, j'étais entièrement soutenu par les Américains pour mes déplacements, pour ma logistique. Ça veut dire quoi, entièrement soutenu? Ça veut dire que je dois lever la main pour prendre un hélicoptère américain. Quand la ministre française de la Défense française est venue, elle était, comment dire, Florence Parly était emmenée par un hélicoptère américain pour voir le détachement français. Parce que nous, on n'est pas fichu de mettre un hélicoptère. Hein. Pourquoi on n'est pas fichu? Et parce qu'on n'a pas les moyens. Problème on n'a pas les moyens. Non mais on ne s'est pas donné les moyens. C'est-à-dire qu'on a des hélicoptères qui sont capables de se déplacer, on a des hommes, simplement il y a un état-major qui ne fait pas le taf. Non, je pense qu'on n'a pas, on a des moyens en trop petite quantité et on ne peut pas disperser nos moyens à l'époque à la fois sur le théâtre, comment dire, sur le Mali, la bande sahélo-saharienne qui a consommé finalement assez, comment dire, un nombre important de moyens, et puis l'Irak, et puis je ne sais pas quoi, etc. Sauf, donc, attendez, parce que j'en ai fait, on n'a pas dans l'armée un état-major qui dit il y a une fonction VIP, et s'il y a un ministre qui arrive, on a en permanence un hélicoptère. On n'a pas cette pensée-là. C'est un problème de commandement. En l'occurrence, pour le théâtre irakien, il avait été convenu par arrangement, et après, c'était voilà, que nous, on fournissait un détachement d'artillerie, et qu'après, après tout le reste, c'était les Américains qui fournissaient. C'est sa toute première visite au siège de l'OTAN en tant que secrétaire d'État américain. En arrivant à Bruxelles, Marco Rubio le sait. Les membres de l'Alliance sont inquiets car depuis plusieurs mois, Donald Trump ne cesse de jeter le doute sur l'engagement des États-Unis. Des doutes que le chef de la diplomatie américaine a tenté de balayer d'un revers de main. Les États-Unis sont actifs au sein de l'OTAN comme ils ne l'ont jamais été. Une partie de l'hystérie que je vois dans les médias mondiaux et dans certains médias américains à propos de l'OTAN n'est pas justifiée. Le président Trump a clairement indiqué qu'il soutenait l'OTAN. Nous allons rester dans l'OTAN.
Au centre de tous les regards, Marco Rubio a également rappelé le souhait de Donald Trump, voir tous les pays membres européens augmenter drastiquement leurs dépenses militaires à hauteur de 5% de leur PIB. Des Européens préoccupés par le récent rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine et un éventuel retrait des troupes américaines stationnées en Europe. À ce sujet, Mark Rutte se veut rassurant. Il n'y a pas de plan pour qu'ils réduisent soudainement leur présence ici en Europe, comme je l'ai dit hier. Mais nous savons que pour l'Amérique, étant la superpuissance qu'elle est, elle doit s'occuper de plus d'une problématique. Il est tout à fait logique que ce débat ait lieu, et nous avons ce débat depuis de nombreuses années. Des Européens qui réfléchissent depuis plusieurs semaines aux moyens de réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis pour pouvoir à terme prendre davantage en charge leur propre défense. C'est une faiblesse qui résulte d'un choix de 40 ans de réduction budgétaire, où on a taillé dans le budget des armées de façon extrêmement sévère, et le choix a été fait de conserver surtout des régiments qu'on appelle de mêlée, c'est-à-dire des régiments d'infanterie et de cavalerie, au détriment des autres fonctions opérationnelles que sont la logistique, la défense solaire, l'artillerie, le génie, etc. Et donc, 40 ans après, on se retrouve effectivement avec une armée en déséquilibre dont il faut dire toute la... qui a un esprit très combatif. Le sujet, encore une fois, n'est pas là. On a des unités bien formées, bien combatives, qui savent très bien se battre au niveau tactique, la section, la compagnie, le régiment, la brigade, mais qui doit se réapproprier, pour parler poliment, la langue techno, pour parler poliment, qui doit se réapproprier quand même ce qu'on appelle le combat de haute intensité, qui est le combat des grandes masses, c'est-à-dire apprendre à manœuvrer avec 40, 50, plusieurs centaines de milliers d'hommes, et là c'est une autre paire de manches. Les grandes guerres. Ouais. Après la puissante déflagration, les services d'urgence s'activent à Kryvyi, la cité industrielle et la ville d'origine de Volodymyr Zelensky. Dans une allocution, il a dénoncé l'une des frappes les plus meurtrières de ces dernières semaines en Ukraine. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu, mais c'est Poutine qui le rejette. C'est Moscou qui ne veut pas de cessez-le-feu depuis le 11 mars. Et c'est eux, en Russie, qui ont besoin d'une guerre. Il est évident que la Russie ne peut pas être forcée à la paix par le dialogue ou l'attente. Le ministère russe de la Défense a quant à lui assuré avoir visé une zone de rassemblement de militaires et d'instructeurs occidentaux. Dans le même temps, ce vendredi, les chefs d'état-major français et britanniques arrivaient à Kiev pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Alors qu'au siège de l'OTAN à Bruxelles, lors d'une réunion des chefs de la diplomatie, le secrétaire d'État américain temporise. Nous saurons rapidement si la Russie est sérieuse à propos de la paix. J'espère qu'elle l'est. Ce sera une bonne chose pour tout le monde que cette guerre se termine. Mais bien sûr, nous devons tester cette éventualité. Du côté des Européens, le ton est beaucoup plus impatient. On vous voit, Vladimir Poutine. On sait ce que vous faites. Et nous continuons d'imposer des sanctions à la Russie afin qu'elle accepte de participer à ces négociations et qu'elle prenne au sérieux la paix que nous voulons voir perdurer. Le Kremlin a posé la levée des sanctions occidentales comme condition d'une trêve en mer Noire, une demande à laquelle les Européens ne souhaitent pas accéder avant le retrait des forces russes d'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée... notre armée, notre modèle d'armée, pour reprendre le jargon du ministère, notre modèle d'armée, il a été taillé à la serpe au cours des 40 années de réduction budgétaire, et il a perdu clairement sa cohérence et sa capacité à soutenir un combat de haute intensité type Ukraine, où il faudrait déployer des dizaines, voire des centaines de milliers d'hommes, avec tout ce que cela suppose de logistique, de chars, de canons, de guerre électronique, etc., de défense solaire. Voilà. Et donc, on a un modèle d'armée qui a été taillé, qui a répondu globalement aux opérations qu'on a conduites ces 40 dernières années, qui sont des opérations dites de contre-insurrection, voilà, mais dans lesquelles on se battait quand même contre un ennemi
équipés d'armements assez légers quand même. Hein. Voilà. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Encore une fois, ça n'enlève rien au courage et à la pugnacité des unités déployées, bien au contraire, mais voilà, c'était pas non plus, on se battait pas non plus contre l'armée russe. Donc oui, il y a une marche, je pense, assez importante à faire pour retrouver un modèle d'armée qui puisse correspondre au statut de grande puissance de la France. Pourquoi les Israéliens, qui sont un pays de 9 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises, mobilisent en une semaine 600 000 hommes? Mais voilà. Bon, et nous, 66 millions d'habitants, et puis notre force terrestre, c'est sur le papier 77 000 hommes. Et vous faites quoi avec 77 000 hommes? Vous faites rien. Alors vous allez me dire, il y a les réserves. Ça fait 40 ans qu'on parle des réserves, et qu'on dit les réserves, les réserves, les réserves. En oubliant une chose, c'est que pour avoir une réserve instruite, efficace, eh bien il faut un service militaire. C'est aussi simple que ça. En réalité, contre qui faut-il se réarmer? Au fond, la Russie, c'est nos amis. Les Russes ne veulent pas nous envahir. Et pourquoi on se réarmerait? Et pourquoi, au fond, dépenser de l'argent pour l'armement alors qu'il n'y a pas de menace? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais, si on veut peser sur les affaires du monde, dans les relations internationales, vous ne pouvez pas faire l'économie de la puissance militaire qui contribue à la crédibilité et finalement au respect que vos compétiteurs ou les pays qui sont en face de vous vont vous accorder. Et enfin, on en voit bien l'exemple aujourd'hui, si vous voulez, les Américains se font volte-face, se retirent un petit peu du jeu, et puis on fait quoi nous, les Européens? C'est une addition de faiblesse aujourd'hui, en tout cas les pays d'Europe de l'Ouest. Voilà. C'est une addition de faiblesse, donc on ne va pas faire grand-chose. Et on le sent bien qu'on ne va pas faire grand-chose. Et donc la crédibilité dans les relations internationales, elle passe bien à un moment donné par la puissance militaire et cette capacité quand même, oui, à en imposer, même si vous n'avez pas à vous en servir, et heureusement, tous les jours. Mais si vous êtes capable, comment dire, par exemple, de projeter comme ça, là, 30 000 hommes avec tout leur matériel au Proche-Orient pour signifier à une puissance régionale qui commence à avoir les yeux plus gros que le ventre et qui se verrait bien recréer l'Empire ottoman, ça suffit, et ben, vous êtes crédible. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'êtes pas crédible. Si vous êtes au maximum de vos capacités, c'est de projeter 5 ou 10 000 hommes. Mais pardon, tout le monde se marre, quoi. Enfin, voilà. On en est capable aujourd'hui de projeter 10 000 hommes? Bah écoutez, j'ose l'espérer que oui. Oui, on en est capable, oui, on en est capable, mais pas beaucoup plus. Oui. Cette hausse des droits de douane n'est pas extraordinaire, quoi qu'on dise. En fait, on va revenir à la situation qui était celle des années 50 et du début des années 60. Je rappelle que le premier tarif extérieur de la Communauté économique européenne, la CE, pris dans les années 1958-1959, était autour de 20%. Pouvait monter à 25% sur certains biens, 17% pour d'autres. Bon, grosso modo, on était autour de 20%. Donc, en fait, on revient à ce type de situation. C'est pas la fin du monde. Ça, c'est le premier point. Explain to us how you get manufacturing here, but also get the cost down for the American people. Well, if you go back a little bit, Lawrence, remember during the first Trump administration, everybody said that Trump's tariffs were going to be inflationary back then. What actually happened? We had 1.5% inflation. We had the fastest growing economy in a generation, and we had the beginning of a manufacturing renaissance in the United States of America. Then, of course, we had 4 terrible years of the Biden administration. But I think it's useful for all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on 2 principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants
to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity. It's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. For 40 years, we have gone down that pathway. We've seen closing factories. We've seen rising inflation. We've seen the cost of housing so high that most Americans can't afford to buy a home right now. President Trump is taking this economy in a different direction. He ran on that, he promised it, and now he's delivering. And yes, this is a big change. I'm not going to shy away from it, but we needed a big change, Lawrence. We cannot keep going down the Joe Biden globalist pathway where we have $2 trillion of peacetime debt and deficits. We have manufacturing disappearing. That is not working for Americans. We've got to take this country in a different direction. Ce sont quelques 150 associations qui se sont fédérées pour faire entendre les voix de la contestation. Enfin, disent bon nombre d'observateurs de la vie politique américaine ici, et il est vrai que depuis le 20 janvier dernier et l'entrée de Donald Trump dans le bureau ovale, l'opposition démocrate apparaissait comme sonnée par la cascade de mesures imposées par l'administration Trump. Sonnée et globalement incapable de réagir pour soutenir les fonctionnaires licenciés, les migrants traqués et menacés par des expulsions arbitraires, ou encore pour s'opposer à des coupes budgétaires et une politique économique et sociale qui inquiète, on l'a vu, non seulement les principaux partenaires économiques de l'Amérique, mais les citoyens et les consommateurs américains eux-mêmes. Les organisateurs de la manifestation à Washington promettent 20 000 participants. C'est ambitieux, mais surtout plus d'1 millier d'événements dans les 50 États que composent les États-Unis. Si ces prédictions devaient tenir leurs promesses, il s'agirait incontestablement de la première réaction vraiment significative de l'opposition depuis l'investiture de Donald Trump. Et on l'a déjà vu, alors pas seulement dans les années fin des années 50, début des années 60, on l'avait vu avant, on l'avait vu à la fin du 19e, début du 20e siècle, quand il y a ce grand retour du protectionnisme, qui d'ailleurs correspond à une période de croissance plus forte que dans la période de libre-échange antérieure, il faut toujours le rappeler. Donc, ce sont des cycles de protection puis de libre-échange, qui correspondent d'ailleurs à des cycles plus politiques qu'économiques, mais on a déjà vécu ça, et en réalité, on s'en est plutôt bien porté. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, c'est fait à la Trump. Alors, ça veut dire que c'est fait de manière foutraque, brouillonne, il y a un petit peu du n'importe quoi. Par exemple, les Antilles françaises vont être taxées à 10%. Donc, à la limite, on transborderait certaines de nos exportations aux Antilles. Et on les réexporterait depuis les Antilles, on serait moins taxé que depuis la France. Même d'un point de vue américain, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ce que je me suis dit, donc ça c'est faisable, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est n'importe quoi. Bon. En même temps, je suis pas sûr qu'ils vont nous croire si on exporte des Renault depuis la Martinique. Oui, mais c'est pas la question qu'ils nous croient ou pas. C'est que légalement, si tu veux, ça sera un bien qui viendra de la Guadeloupe ou de la Martinique et qui sera donc taxé à 10%. Après, ces tarifs, ces droits de douane, c'est une affaire légale. Bon. Alors, je suis persuadé que d'ici quelques semaines, il y aura une forme de rationalisation de ça. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Par exemple, il a même taxé, je crois, à 40% des petites îles dans l'océan Indien où il n'y a personne. Je suis fasciné, je voudrais commencer par ça, par le florilège de damneries et de certitudes qu'on entend depuis 24 heures. J'ai gardé toutes les déclarations parce que je les ressortirai dans quelques semaines. Bon, évidemment, c'est la fin de la globalisation et du commerce mondial. Ça, c'est pas vrai pour vous. Non, attendez, il y a ça d'abord. Ensuite, on a même entendu hier sur une chaîne publique, on était à la veille, c'était les années 30,
29-30, c'était la veille de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, tout le monde s'est gossé, particulièrement en France, de la façon dont les droits de douane ont été calculés, parce que nous, on est tellement forts, hein, on a des résultats fantastiques en France. Macron se plaint des droits de douane et il nous explique tout ça. Donc tout ça, c'est génial. On n'a pas les moyens d'être arrogant en France, on n'a pas les moyens de porter des jugements. Quand on a les résultats aussi catastrophiques qu'on a, quand j'entends un Thierry Breton après ce qu'il a fait dans plusieurs boîtes, et quand j'entends un Emmanuel Macron après ce qu'il a fait à l'économie française, donner des leçons, je leur dis calmez-vous un tout petit peu. Revenons aux US. Quel impact ça va avoir déjà sur l'économie américaine? Pas de certitude. 2, tout est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Je vous prends un exemple. On explique que les droits de douane vont augmenter de façon mécanique l'inflation aux États-Unis. C'est faux. C'est faux. On ne sait pas. Exemple typique hier, que personne n'a remarqué, quand on augmente ou on fait craindre l'augmentation des droits de douane, on a une crainte de ralentissement de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Les taux d'intérêt aux États-Unis ont baissé de façon drastique. Or, la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, c'est un gain de pouvoir d'achat et c'est moins d'inflation. Hier, c'est passé inaperçu dans le tumulte général. Les prix du pétrole ont baissé de 7%. La baisse du prix de l'énergie avec la hausse de la production de l'Arabie Saoudite, ça va avoir un impact largement. Ça va avoir, mais c'est pas que ça compense pas. Ça compense même totalement. C'est-à-dire que demain, si le pétrole passe de 80 ou 90 $, à 50 $, voire à 30 $, le gain de pouvoir d'achat et la baisse, parce que c'est ça mon objectif, c'est 30 $. Ah bon? La baisse de l'inflation et le gain de pouvoir d'achat pour les Américains est phénoménal. Donc arrêtons de dire n'importe quoi, on n'a pas de certitude. Il y a 2 objectifs. Et c'est peut-être l'un des reproches que l'on peut faire à Donald Trump, c'est qu'il utilise la même arme pour atteindre 2 objectifs différents. Ce qui n'est pas de bonne politique publique. En règle générale, il y a un vieux principe qui a été établi par Ian Tinbergen dans les années 60, d'ailleurs, qui disait un objectif, une arme. Bon. Alors, ces 2 objectifs sont 1, évidemment, réindustrialiser les États-Unis. Bon, ça c'est clair. C'est son objectif principal. Ça se comprend, d'ailleurs, d'un point de vue américain. C'est un objectif qui est parfaitement légitime. Aujourd'hui, l'industrie américaine est tombée très bas dans sa part du PIB. Elle a dû passer sous les 14%. Alors, bien sûr, c'est plus que nous, hein, nous sommes à 11%, mais c'est quand même très bas, surtout si on compare à l'Allemagne, 23%, à la Russie, 26%, à la Chine, 47%, 46-47%. Bon, ok. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis, il y a... Encore une fois, pour réinformer, c'est important ce que tu dis, parce que moi j'ai regardé du côté des Américains, des catégories populaires et des électorats de Trump, beaucoup de cols bleus, d'ouvriers, de catégories d'ouvriers américains, c'est très très bien perçu. Oui, tout à fait. C'est déjà fait en 2016 sur l'acier, sur l'aluminium, et c'est les points positifs, en tout cas du point de vue américain populaire, c'est les points de vue positifs. Tout à fait. Et puis il y a un autre objectif, qui est un objectif politique, qui est de faire avancer des négociations politiques, cette fois-ci, avec toute une série de partenaires. Le Canada, le Mexique, mais aussi des partenaires au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Madame Meloni, en Italie, qui est très pro-Trump, hein, n'est pas du tout inquiète de ses droits de douane. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a une dimension politique et qu'il y aura des réajustements non négligeables dans les semaines qui viennent. Donc, ça c'est un deuxième point. Alors, on peut réellement discuter cette mélange de politique et d'économique. Parce que la réindustrialisation des États-Unis, c'est effectivement la tâche d'un mandat, probablement de plus d'un mandat. C'est-à-dire qu'il faudra plus de 4 ans pour le faire, il faut s'inscrire dans le temps long, comprendre ça, alors que les objectifs politiques que Trump veut gagner sont des objectifs plutôt à court terme. Donc ça,
c'est un vrai problème dans cette politique. 11%, moins 11% en ce moment même à la bourse à Hong Kong, moins 7% à Tokyo. Clairement, les bourses continuent de plonger, 5 jours maintenant, après les annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Ça fait longtemps, très longtemps même, qu'on n'avait pas vu ça. François, est-ce que les marchés financiers ne vont pas finir par faire plier Donald Trump? Pour l'instant, non. Vraiment, je ne pense pas, parce que en fait, ça crédibilise son chantage à la négociation. Ça dramatise. Ça fait comprendre à tout le monde qu'on a changé de monde. L'Amérique ne se laissera plus faire. Mais c'est vrai que si ça dégringolait davantage, le test, c'est Wall Street aujourd'hui. Que Hong Kong dégringole, c'est normal, mais le test c'est tout à l'heure, et à ce moment-là, la bourse enclencherait de puissantes forces qui obligeraient peut-être Trump à reconsidérer sa position. De puissantes forces, c'est quoi? Quelles sont ces forces? Il y en a deux. L'opinion publique, d'abord, qui est beaucoup plus attentive à la bourse que chez nous. 55% des ménages américains détiennent des actions, chez nous c'est 13%. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont perdu pas mal d'argent, notamment pour leur épargne retraite. Si les actions s'effondrent, ça fait baisser fortement le patrimoine des ménages. Ils sont donc mécontents, ils le disent dans les sondages, et Trump y porte une attention soutenue. L'autre force, ce sont les grandes entreprises, particulièrement celles de la tech, qui ont perdu plusieurs milliers de milliards de valorisation la semaine dernière. Mais toutes ces entreprises de la tech, Tesla, Facebook et autres Apple, elles sont proches de Trump. En fait, elles l'étaient. Leur patron avait en effet, on l'a vu, fait allégeance, de façon d'ailleurs presque humiliante, au nouveau président. Mais le sont-elles toujours, après cette déroute boursière, après ces droits de douane qui bouleversent leur business? Parce qu'elles sont pénalisées? Écoutez, prenons l'exemple d'Apple. Pendant des années, on lui a dit « Ne faites plus tout fabriquer en Chine, c'est l'ennemi ». Apple a donc développé des usines en Inde, au Vietnam, pour fabriquer ses iPhones et ses iPads. Boum! Voilà la production au Vietnam frappée d'une taxe de 46%. Le prix d'un iPad Pro, c'est le haut de gamme du téléphone, aux États-Unis, pourrait augmenter de plusieurs centaines de dollars. Et c'est pour ça qu'Apple a perdu 500 milliards en bourse la semaine dernière. 500 milliards de dollars perdus en bourse la semaine dernière pour Apple, c'est énorme. Est-ce que tout ça peut conduire finalement à un moment ou à un autre Donald Trump à faire marche arrière? Je crois que le seul déterminant, c'est l'opinion publique. Si elle se retourne, le parti républicain, celui de Trump, va aussi se retourner, parce que les élus veulent gagner les prochaines élections dans 18 mois. Là, ça ferait beaucoup et ça changerait le climat politique. Mais l'issue la plus probable, ce sont des négociations bilatérales entre Washington et chacun de ses partenaires, où les Américains vont tenter d'obtenir des concessions en contrepartie de la diminution. Attention, pas la disparition. On entre de toute façon dans un monde où il subsistera des droits de douane. Selon l'administration, une 50aine de pays ont déjà ouvert des négociations avec Washington. L'Allemagne est dans le viseur des États-Unis depuis pratiquement 15 ans. Je rappelle par exemple que mon collègue et très bon ami Emmanuel Todd pensait que les États-Unis pourraient être un point d'appui contre l'Allemagne pour la France. C'est ce qu'il expliquait il y a une quinzaine d'années. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne pouvait pas se passer comme ça par ailleurs, mais c'est vrai que son analyse de départ, c'était il y a une vraie opposition entre les États-Unis et l'Allemagne, et qui est très ancienne. Bon, donc ça c'est un problème. Il y a aussi effectivement, et là tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, le fait qu'une partie des élus démocrates, une partie, en particulier les élus de ces régions d'ancienne industrialisation, ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, seront assez sensibles à une politique de réindustrialisation. Mais il ne faut pas non plus méconnaître la dimension idéologique. Je pense que le Parti démocrate, s'il peut reconstituer un minimum d'unité, parce que ce qui est très frappant, c'est qu'actuellement, le Parti démocrate est aux abonnés absents. On ne l'entend pas. Pratiquement, alors bon, dans la presse, oui, il y a... Mais c'est plutôt des intellectuels, c'est pas vraiment des dirigeants politiques. Et les gens qui... À l'exception de la gauche, les Warren Buffett, mais qui parlent tout à fait. À leur public. Tout à fait. Ils parlent à leur public, ils parlent pas à l'ensemble des Américains. Et donc, on peut penser que c'est plutôt autour de la question idéologique et sociétale que le Parti démocrate pourrait
dans les mois qui viennent, refaire son unité. Ce qui d'ailleurs va poser un gros problème parce que c'est en réalité le point sur lequel il est le plus faible et le plus divisé dans les faits. Bon, ok, je passe là-dessus. Il est clair qu'une politique de réindustrialisation ne peut pas être pensée en quelques semaines. Elle doit s'étaler dans la durée. Alors, on voit bien l'objectif non dit de Donald Trump. Il veut réindustrialiser les États-Unis en attirant des industriels européens pour qu'ils viennent s'installer aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, l'important n'est pas le montant des droits de douane, c'est le fait que ces droits de douane vont s'ajouter à la question des prix de l'énergie, le coût de l'énergie. Or, on sait que aux États-Unis, le coût de l'énergie, le coût industriel de l'énergie, je ne parle pas pour les ménages, je dis vraiment pour les industries, et en particulier les industries grosses consommatrices d'énergie, ce coût est entre la moitié et le tiers du coût qu'il est en Europe et essentiellement en Allemagne, où il est l'un des coûts les plus élevés. Donc c'est la combinaison des deux, droits de douane plus coût de l'énergie, sur laquelle compte Trump pour faire revenir des entreprises aux États-Unis. Et il faut bien dire que pour un marché de 330 millions d'habitants, ça grosso modo les États-Unis, ça a du sens. Ça a du sens et ça pourrait marcher de manière, je dirais, beaucoup plus efficace que dans le cas d'un pays plus petit. Après, il est clair, et ça d'une certaine manière Trump le dit déjà, qu'à court terme, cela va se traduire par une hausse des coûts pour le consommateur américain. Bon début de semaine, Mario, mais si tu es debout depuis assez tôt pour avoir vu ce qui se passait cette nuit en Asie et depuis quelques heures ici en Europe, je peux pas te dire bon début de semaine parce que on est dans le rouge pas mal partout. Hein. Ça s'annonce pas facile sur les marchés boursiers. En fait, certains se demandent même parce que souvent les débâcles boursières ont eu lieu des lundis. Est-ce que ça pourrait être un lundi noir à l'horizon? Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Donald Trump voudra dire quelque chose, faire quelque chose, donner un signal pour arrêter la débâcle qu'il a entraînée? Donner du lest. Enfin, il n'en a pas donné, lui, l'impression hier soir lorsqu'il était interviewé rapidement dans l'avion présidentiel qu'il ramenait vers Washington après avoir été sacré, tu le sais, grand champion de golf en fin de semaine. Je cherchais le résultat, il a gagné. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression que la Maison-Blanche avait émis un communiqué pour dire à quel point c'était un grand golfeur. Mais là, samedi, tout va bien. Fox News faisait une nouvelle avec le fait qu'il s'était classé pour la grande finale de dimanche, là, du championnat senior, puis qu'il en avait gagné un autre début mars, ce serait son deuxième en quelques semaines, son deuxième championnat de golf sur un terrain senior. Autre manière de dire que pour le président, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si les marchés sont en tempête, lui est concentré et pote une journée à la fois son petit bonheur. Mais évidemment, compte tenu de ce qu'il a créé comme tempête, il peut pas donner l'impression en ce moment d'hésiter, d'avoir des doutes, d'avoir des remords. Il doit afficher son poker face parce que il est évidemment directement responsable de ce qui se passe. On s'entend, il y avait un contexte, on l'a souligné depuis une semaine, c'était des marchés qui étaient survitaminés, qui inévitablement allaient corriger, mais là c'est une correction au-delà de tous les espoirs, une correction qui est en plus accélérée par l'incertitude totale qui plane sur les marchés. Est-ce qu'il a dit quelque chose donc hier pour rassurer les marchés? Non, en fait, il a dit je fais rien pour créer une tempête, mais je ne changerai pas mon fusil d'épaule puisque mes objectifs demeurent les mêmes. Et je vois, je termine là-dessus puis tu reviendras, si tu veux, je vois que les Chinois le prennent très au sérieux parce qu'il y a un grand et important journal en Chine qui est La Voix du Parti qui en une publie un éditorial et encore une fois, c'est la voix du parti et ça compte, ça pèse lourd en Chine, qui dit préparez-vous, citoyens, il va falloir penser que c'est une guerre de tranchées, ça va pas se régler demain matin, nous avons pas l'intention de baisser la garde et surtout, nous ferons tout ce qu'il faut pour soutenir la demande
chez nous. Donc, il y a une logique de guerre qui pourrait durer, qui ne serait pas qu'une petite parenthèse, le temps de trouver une solution négociée. Trump l'a surnommé le jour de la libération et ce n'est pas une blague, c'est le début de la fin pour le nouvel ordre mondial. Pendant que l'Europe s'effondre sous le poids de la dette, pendant que la France s'étrangle avec l'inflation, pendant que vos salaires fondent et que vos factures explosent, les États-Unis viennent de frapper un coup que personne n'avait vu venir. Trump vient d'instaurer des tarifs douaniers réciproques massivement. Et le monde entier tremble. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Trump vient de dire « assez, c'est assez ». Fini les multinationales qui délocalisent pour vous revendre plus cher leurs produits made in Bangladesh. Fini les pays qui inondent le marché américain tout en protégeant le leur. Fini la mondialisation à sens unique. Les États-Unis vont taxer les produits étrangers au même niveau que ces pays taxent les produits américains. Et là, c'est tout le système mondial qui s'effondre. La Chine hurle, l'Union européenne panique, le FMI, la Banque mondiale, Davos sont en état d'alerte. Pourquoi? Parce que ce modèle économique était leur arme. Détruire les souverainetés nationales, imposer la dépendance contrôlée par la dette. Et Trump vient de briser ce jouet. Et ce n'est pas fini, parce que derrière cette décision économique, il y a une vision géopolitique très claire. Trump veut un pays libre, indépendant, souverain, sans aucune laisse autour du cou. Et maintenant, il annonce la suite, la suppression de l'impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu, fini de taxer vos salaires, vos heures sup, vos efforts. Trump veut revenir à l'idéal des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Un État financé par les échanges commerciaux, pas par le pillage fiscal du peuple. Les géants de la mondialisation paieront à votre place. Les conglomérats offshore, les GAFAM délocalisés, les importateurs d'Asie ou d'Europe. C'est eux qui vont finir par casquer. Et pendant que vous respirez enfin, eux, ils vont finir par s'étouffer. Mais pour réussir cette révolution, Trump sait qu'il doit frapper encore plus haut. Alors il vise la Fed, la Réserve fédérale. Oui, je vous en ai déjà parlé. Cette entité privée contrôlée par des banques jamais élues qui fabriquent la dette, la monnaie et la misère depuis plus d'un siècle. Eh bien, Trump vient de la défier. Il veut une monnaie nationale, publique, contrôlée par l'État, pas par des dynasties financières. Vous comprenez maintenant pourquoi les médias, les lobbies, l'Union européenne et les valets de l'OTAN le détestent. Ce n'est pas Trump qui est une menace pour la démocratie, c'est Trump qui est une menace pour leur dictature. Le jour de la libération a commencé. La vraie question maintenant, c'est qui va suivre? La France va-t-elle continuer à obéir à Bruxelles et à enrichir BlackRock, à soumettre le pays à une dette fictive, ou osera-t-elle reprendre son destin en main? Allez-vous continuer à subir ou exiger une vraie souveraineté économique et politique? Commentez si vous pensez que la France devrait faire comme Trump. Partagez cette vidéo si vous en avez marre de payer pendant que les autres encaissent. Et surtout, ouvrez les yeux, le monde d'avant est en train de tomber. Alors, avant de répéter ce que les médias vous crieront dans l'oreille pour essayer de défendre leurs intérêts, ce que les politiciens ou autres vous raconteront sans même comprendre le fond du problème, venez plutôt sur Babel TV écouter certaines vérités. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Force One, Donald Trump reste inflexible sur les droits de douane et lance. J'ai parlé à de nombreux pays. Pour que vous compreniez la puissance de ce que je fais, tous les pays nous appellent et nous sollicitent. Ils sont très, très gentils. D'après la Maison-Blanche, plus de 50 pays ont approché Washington en vue de réduire leurs barrières douanières. Certains ont en tout cas annoncé leur volonté de les renégocier, à l'instar de Benjamin Netanyahou en visite à Washington ce lundi, ou du dirigeant vietnamien To Lam. Mais dans une célèbre émission politique américaine, le secrétaire de Trump au commerce a mis en garde « Il n'y aura pas de report des droits de douane et pas de suspension dans l'immédiat ». Ces droits de douane vont rester en place pendant des jours, des semaines, c'est une évidence. Le président doit redémarrer le commerce mondial. Tout le monde a un excédent et nous avons un déficit. Nous hypothéquons notre futur et nos vies. Les pays du monde nous volent et cela doit cesser. L'administration Trump balaye les inquiétudes de nombreux économistes qui craignent que les États-Unis soient frappés par l'inflation et la récession. La dégringolade des marchés financiers, elle, se confirme. Lundi, les bourses asiatiques, dont le Nikkei de Tokyo, ont plongé à l'ouverture. Plein de gens qui ont soutenu Trump ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Mais c'est votre droit de ne pas l'admettre. Mais ne racontez pas des carabistouilles. Le protectionnisme, ça consiste à demander aux consommateurs américains de payer l'impôt que les grandes entreprises ne payent pas.
Donc ce ne sont pas les grandes entreprises qui vont payer le protectionnisme, ce sont les consommateurs. Et ce que vous êtes en train de légitimer, c'est qu'on pioche dans la poche des petits pour remplacer ce que les gros ne donnent pas. Et bien, si vous trouvez ça juste, c'est votre droit. Mais enfin, ouvrez les yeux. L'Iran a rejeté toute négociation directe avec les États-Unis, comme l'a demandé le président Trump, en affirmant qu'il n'y aura pas de négociation directe sous la menace et les sanctions. Cette prise de position intervient à la veille de la visite du Premier ministre israélien et alors que les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région en envoyant notamment des avions bombardiers B-2. On fait le point avec notre correspondant Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Bonjour Siavosh. Avec ce refus de pourparler de la part de l'Iran envers Washington, va-t-on vers une confrontation ? Alors, ce n'est pas un refus total puisque l'Iran accepte des négociations indirectes dans un premier temps, selon les termes qui ont été employés par le ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé que l'Iran ne pouvait pas faire confiance aux Américains. Donald Trump a quitté l'accord nucléaire de 2015 en 2018 lors de son premier mandat, a imposé des sanctions très dures contre l'Iran et depuis son arrivée au pouvoir, il a multiplié les mesures contre l'économie iranienne, de nouvelles sanctions qui frappent durement l'économie iranienne. Donc Téhéran dit d'accord pour des négociations indirectes, mais pas question pour l'instant d'avoir des négociations directes. Est-ce que cela va satisfaire Donald Trump? On ne le sait pas encore, il n'a pas encore réagi. Si il l'accepte dans un second temps, il pourrait y avoir des négociations directes entre les deux pays, mais Téhéran demande la levée des sanctions ou une suspension des sanctions pour comme geste de bonne volonté de la part des États-Unis, et dit en même temps que l'Iran ne cherche pas à fabriquer de l'arme atomique et est prêt à donner des garanties nécessaires pour prouver que son programme nucléaire n'est pas destiné à fabriquer l'arme atomique. Donc c'est un bras de fer un peu difficile en ce moment. Est-ce que les Américains vont l'accepter? Est-ce que Donald Trump va accepter des négociations indirectes par l'intermédiaire, par exemple, d'Oman? Ce n'est pas certain, mais dans les prochains jours, on saura s'il y aura effectivement des négociations indirectes entre les deux pays. À Gaza, 232 journalistes et travailleurs des médias ont été assassinés par Israël, annonce le Comité pour la protection des journalistes sur base d'une enquête du journaliste US d'investigation Nick Turse. 13 journalistes tués chaque mois, vous vous rendez compte? Et on en parle dans nos médias dominants? Rien. Pourquoi? Imaginez si un journaliste français avait été tué, disons, par la Russie, la Chine ou le Venezuela. Eh bien, on aurait des pages et des pages, des photos touchantes, des témoignages bouleversants de sa famille, des campagnes de presse, des appels de sanctions. Et quand il s'agit de Palestiniens, rien, parfois une brève. 232 journalistes palestiniens valent moins qu'un journaliste français ou occidental. La différence entre bonnes et mauvaises victimes avait été remarquablement exprimée dans ce livre de Edward Herman et Noam Chomsky chez Investigation, chapitre 2. 232 journalistes tués dans ce génocide, justement, c'est pour empêcher que le monde voie le génocide. On les tue parce qu'ils sont journalistes. 232, vous vous rendez compte, c'est plus que le nombre total de journalistes tués pendant les 2 guerres mondiales, les guerres de Corée, du Vietnam, Yougoslavie, Afghanistan, tout ça ensemble. Conclusion, pour obtenir et diffuser les infos importantes sur ce qui se passe, les infos dont nous avons besoin pour contrer les médias mensonges et défendre la paix, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la visite de Jean-Noël Barrot, venu à Alger hier pour renouer le dialogue. Oui, sonner trompette, résonner au bois avec Barrot, c'est toujours Noël. Il faut écouter le ministre et le ministère. C'est un monument de langue de bois, chevillé, ciré, pesant 1 tonne. On parle de reconstruire un partenariat d'égal à égal, bien sûr, serein et apaisé, ça va sans dire, dans l'intérêt mutuel, évidemment. Il veut retrouver les voies de la coopération sans délai, pleine et entière, et il le veut avec sérieux, discrétion, efficacité. On l'applaudit très fort. On a entendu ça 1000 fois. Avec l'Algérie, la France vit un jour sans fin. Le communiqué du ministère parle de fluidification de la coopération migratoire, de l'opérationnalisation de la feuille de route dessinée par les chefs d'État. C'est la langue de bois vernie avec le jargon des technocrates. Sur le fond, c'est kiff-kiff, comme on dit en bon français. Toujours plus de visas,
pas touche aux accords de 68, et pour les OQTF, eh bien on verra. Mais Vincent, cette langue de bois, à quoi sert-elle? Eh bien à noyer les problèmes sous le pompeux, le flou, l'abstrait. Les diplomates qui parlent toutes sortes de langues étrangères se servent surtout de celle-là. Le contraire de la langue de bois, c'est le langage corporel. L'une est un mensonge, l'autre est un aveu. Regardez bien la photo de Jean-Noël Barrot reçue par le président Tebboune. L'Algérien est calé dans son fauteuil, large comme un trône, les cuisses écartées, le sourire goguenard. Le ministre est aux aguets, assis au bord de son siège qui est un peu plus bas. Il a les coudes sur les jambes, sur les cuisses donc. Ça ne ressemble pas à un dialogue d'égal à égal, serein, apaisé. C'est même le contraire. On y voit de la gêne, de la soumission. Le comble est que le ministre reprenne avec zèle une formule maladroite du président Tebboune. Il a dit, et l'autre répète, qu'après 8 mois de brouille, le rideau se lève. Pas le soleil, le rideau. C'est vrai, c'est du théâtre, et on connaît la pièce, l'a même toujours recommencé. Alors le ministre insiste, Vincent, sur le dialogue dans une logique de résultat. Oui, c'est la petite perfidie à relever. Les diplomates prétendent réussir là où le ministre de l'Intérieur aurait échoué avec sa riposte graduée. On comprend le demi-sourire d'Abdelmajid Tebboune. Il a fait de Bruno Retailleau son bouc émissaire préféré. Donc, les réadmissions des OQTF seront traitées via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Ça veut dire quoi? Qu'il faudra que les préfets demandent au consul algérien l'autorisation d'exécuter les décisions de la justice française. Souvent, ils disent non. Ils ont dit 14 fois non pour Brahim, qui a tué un passant et en a blessé 8 autres fin février, il y a 1 mois et demi, sur le marché de Mulhouse. Plus question donc d'expulsion en urgence comme celle de l'influenceur Doualem, qui a appelé à tuer ceux qui critiquent le régime algérien et qu'Alger a refoulé. Bref, le Quai d'Orsay donne raison à Alger contre la place Beauvau. Et c'est le prix à payer pour rendre sa liberté à Boualem Sansal? Jean-Noël Barrot est reparti sans lui avoir porté des oranges. Le ministre implore un geste d'humanité pour Boualem Sansal au regard de son âge et de son état de santé. On ne dit pas qu'il est innocent, on ne réclame pas sa libération, juste un geste d'humanité. Peut-être que le clairvoyant Tebboune lui accordera double ration de pain ou 2 douches par semaine. À Alger, on se soumet avec Barrot et on reste derrière les barreaux. Le 13 février 2005, 70 chrétiens ont été sauvagement décapités dans une église à Kassanga, en République démocratique du Congo, par les forces démocratiques alliées, un groupe islamiste radical lié à l'État islamique. Ce massacre n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une guerre sans fin qui, depuis 1998, a tué plus de 8 millions de Congolais, dont de nombreux enfants et femmes. Dans l'est du pays, les régions du nord Kivu et du sud Kivu sont plongées dans le chaos sous les assauts de groupes armés comme le M23 qui violent, qui pillent et qui massacrent. Mais le principal coupable de ces massacres, de ces désordres, depuis des années, tout le monde le connaît. C'est le Rwanda de Paul Kagame. C'est lui qui a lancé son armée sanguinaire et ses supplétifs contre les populations de Goma et de Bukavu, où des millions de Congolais sont pris en otage. C'est lui qui pille les ressources minières de la RDC et bafoue la souveraineté de ce pays. Alors, après des premières sanctions timides, qu'attend l'Union européenne pour sanctionner encore plus durement Kigali? Pour l'Ukraine, l'Union européenne en est déjà à sa 16e vague de sanctions en 3 ans. Mais qu'attendons-nous pour des sanctions sur les visas, pour le gel des avoirs rwandais en Europe, pour des sanctions nominatives contre Kagame et son entourage? Madame la Commissaire, je n'ai pas du tout les mêmes informations que vous. Tout continue comme avant au Congo. Et il n'y a aucune trêve. À la Commission européenne, notamment, vous devez dénoncer immédiatement l'accord sur les minerais signé par le Rwanda et dont vos fonctionnaires ont reconnu publiquement l'inefficacité. Tout cet immobilisme devient suspect. On finira par croire que l'Union européenne protège Kagame. Quelle honte, quel scandale. L'État voleur, l'État et les petits hommes gris dans la peau des héros du clan des Siciliens. Ces gens préparent un casse sur Agir Carco, la caisse de retraite des salariés du privé, gérée depuis des lustres par les syndicats et le patronat. Elle est excédentaire, cette caisse, et elle l'est grâce aux cotisations, aux efforts des salariés du privé depuis tant d'années. Emmanuel Macron dit on va leur piquer 300 millions la première année pour finir à 2 milliards dans 3 ou 4 ans. Ça s'appelle un nouvel impôt. Un prélèvement sur les salariés du privé qui finance déjà
Le système général, largement déficitaire, géré par les petits hommes gris. Voici un cas d'école. Un système marche. L'État ne s'en mêle pas. Et que fait l'État? Il vient mettre en péril un équilibre parfait. Moi, j'ai juste une question. Quelle sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et mettre 20 millions de personnes dans les rues? C'est juste ça, en fait. Parce qu'à chaque nouvelle chose, nouvelle décision, nouvelle intervention, on a bien compris que on allait être traits comme des vaches à lait. Là, maintenant, c'est agir carco. Alors, la caisse est excédentaire, donc le gouvernement décide de, entre guillemets, créer un nouvel impôt pour ponctionner de l'argent parce qu'il y en a trop. Peut-être que si cette caisse elle est excédentaire, c'est parce qu'elle est bien gérée, hein, et que pour l'instant personne n'a réussi à mettre la main dessus. Alors c'est marrant parce que ça s'appelle un nouvel impôt quand c'est décidé par le gouvernement. Alors que quand certains autres le font, ça s'appelle un détournement de fonds. Pourtant, il y a une différence, vous trouvez ? Finalement, le résultat est le même, c'est la mainmise sur l'argent qu'il y a. Après, certains sont condamnés, d'autres on leur tape sur les doigts et d'autres créent de nouveaux impôts. Vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu pareil au final ? Encore une fois, on va taper sur les retraités. Les gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont travaillé pour cotiser, qui maintenant sont censés récolter le fruit d'années de labeur. Et voilà, personne ne bouge. Après, c'est bientôt les vacances qu'il faut préparer, c'est pour ça. Les gens sont occupés ailleurs. Ils ont d'autres préoccupations. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.